J'ai le plaisir d'accueillir comme partenaire de cet épisode un nouveau podcast lancé par Maud Ankawa, que j'ai déjà reçu évidemment dans Métamorphose, qui est autrice de 2 best-sellers, dont Kilomètre Zéro. Dans son nouveau podcast intitulé « Ces questions que tout le monde se pose », elle met son talent de coach, son expérience et sa résilience au service de sujets qui vont vous parler, les émotions et leurs messages, les blessures ou encore guérir de son passé, sous forme de questions-réponses avec les auditeurs. Elle transmet avec joie les clés qui l'ont elle-même menée au bonheur. J'aime son humilité et la sagesse en fait de son expérience qui dévoile sa passion pour les relations humaines. Alors rendez-vous sur toutes les plateformes pour écouter ces questions que tout le monde se pose de Maud Ankawa. Bonjour et bienvenue dans la série de podcasts Métamorphose Coaching en 6 épisodes dédiés à l'abondance. Je suis Anne Guéquière, fondatrice du podcast Métamorphose, auteure et éditrice de projets engagés pour un nouveau monde. Au cours de cette série Abondance, je serai accompagnée de Christian Junot, conférencier, auteur et coach expert de la relation à l'argent. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Aujourd'hui, c'est parti pour un épisode de la série Métamorphose Abondance avec notre expert, conférencier, auteur et coach. Nous allons parler aujourd'hui de s'ouvrir à l'abondance. Je suis absolument ravie d'accueillir Christian Junot. Bonjour Christian. Bonjour Anne. Alors c'est génial de se retrouver pour cette série autour de l'abondance et on a préparé ces émissions ensemble. Il y a beaucoup de choses à dire, des thèmes que je trouve absolument passionnants. Alors Christian, nous voilà embarqués pour cette magnifique série autour de l'abondance. Et cette première question, simplement pour comprendre, notre cerveau archaïque est-il programmé pour voir uniquement ce qui conditionne notre survie ? Alors le cerveau archaïque, qu'on appelle souvent le reptilien, il utilise le système nerveux et le corps pour capter tous les signaux de sécurité et d'insécurité. Et dans notre environnement, en fait, qu'il soit intérieur ou extérieur. Et c'est important de voir que sur une journée, il reçoit des milliards d'informations, bien sûr, nous ne sommes absolument pas conscients, et qu'il y a comme des mécanismes qui se mettent en place qui amènent à 3 réactions, qui sont soit l'inhibition, soit le combat, ou soit la fuite. Et aussi, il y a autre chose qui est une recherche de lien, une recherche de soutien. Parce que dès que nous sommes dans l'enfance, nous sommes en permanence en recherche de liens, de soutien de ceux que nous voyons comme les personnes d'autorité, parce qu'il y a cette notion d'appartenance qui est de l'ordre de la survie en quelque sorte, et que nous allons garder par la suite. Et qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que nous avons des stratégies plutôt qui sont préférentielles parmi celles que j'ai distinguées. Et si un souvenir durant l'enfance a été un succès, par exemple dans la fuite, il est possible que je vais emmagasiner, encoder que la fuite est la meilleure solution. Simplement, le problème qu'on voit aujourd'hui, c'est que la fuite, ça peut se manifester sous forme de procrastination, de ne pas prendre ses responsabilités. Donc, ce n'est pas gagnant pour nous, pour notre vie, mais pour cette partie du cerveau, oui, c'est gagnant. De la même manière que l'inhibition, ça pourrait être, par exemple, de penser quelque chose, et si, je prends un exemple, mon père me propose autre chose, je vais dire oui alors que je pense non, parce que la qualité, la relation, le fait d'être relation, de ne pas décevoir, est plus importante que ce qui est juste pour moi. Donc on a vite tendance à s'oublier, et c'est peut-être intéressant justement encore une fois de voir quelles sont nos stratégies préférées, et puis 2, de voir est-ce que dans certaines situations, il y a des stratégies qu'on utilise plus facilement. Je donne l'exemple de mon couple, je vois que dès qu'il y a une discussion un peu sensible avec mon épouse, moi je pars dans la fuite. La fuite, c'est quoi ? Je me ferme en quelque sorte. C'est ça. C'est vrai que 2 points par rapport à ce que tu viens de dire. Un, on n'a pas forcément le souvenir de ces stratégies inconscientes qu'on a mises en place pendant l'enfance. Et c'est pas toujours évident du coup d'aller à la recherche de ce qu'on a mis en place, puisque évidemment on ne s'en souvient pas. Et puis, oui, cette stratégie de fuite, c'est aussi une manière de s'anesthésier quelque part émotionnellement. En tout cas, ce qui me concerne, c'est clairement le cas. Oui. Sur le souvenir, comment est-ce qu'on peut justement revenir un petit peu en arrière pour repérer quelle stratégie on a mis en place ? Alors, je ne sais pas si c'est si important, parce qu'au fond, ça va être compliqué de revenir. Ça peut être tellement vieux. Par contre, je pense plutôt qu'en s'observant déjà là maintenant,
Si on peut reprendre quelques situations un peu compliquées, de dire, tiens, est-ce que je suis plutôt dans le combat, à vouloir argumenter, à vouloir montrer que j'ai raison, ou est-ce que je suis plutôt au contraire à me taire, ou à me barrer, quoi. Et on va, je pense, assez rapidement voir les stratégies préférées, Oui. encore une fois, qui peuvent être différentes avec mon chef, que ça peut être avec un membre de ma famille. Tu dis que la notion d'abondance, elle est surtout de soi à soi, et qu'on est très exigeant, hein, on le voit vis-à-vis de soi-même, hein. Si tu peux nous prendre aussi quelques exemples. Oui. Alors déjà, la notion d'abondance, pour moi, c'est avant tout une question de perception. On a d'une part une super expression en français qui dit voir le verre à moitié vide, à moitié plein. C'est tellement parlant au fond. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que de la même situation, on peut avoir deux regards différents. Et donc ça, c'est vraiment important qu'on ait plutôt ce que j'appelle moi un esprit d'abondance, un esprit de manque de manière assez naturelle. Et que suivant que c'est là-dedans, on va clairement voir plutôt l'un que plutôt l'autre. Et donc je peux voir qu'en tout cas, moi, dans ma situation, je peux effectivement voir ce qui manque pour avoir la réussite professionnelle désirée, plutôt que voir ce qui est déjà présent. Et simplement, j'étais très fort dans un esprit de manque et que je peux voir à quel point c'est ce qui peut venir en priorité en quelque sorte. Et puis il y a peut-être une autre citation que j'aime beaucoup de Wayne Dyer, si je ne me trompe pas. Alors il dit « Dites merci pour tout ce que vous êtes et tout ce que vous avez. C'est la première chose à faire pour se débarrasser d'une mentalité axée sur le manque. » Donc ça, c'est vraiment la reconnaissance de ce qui est déjà là. Oui, absolument. Et si on veut, c'est important de revenir sur des choses simples, parce que souvent on croit que ça doit être de l'abondance, c'est des choses tellement grosses, tellement ci ou ça. L'abondance, elle se cache dans de multiples détails, mais des détails qui font une vraie différence dans notre vie. Comment tu définirais d'ailleurs, toi, l'abondance ? J'aime bien prendre une définition, je ne sais pas de qui elle vient d'ailleurs, mais j'ai entendu une fois qui disait, au fond, l'abondance, c'est toujours d'avoir ce qui est nécessaire au moment où il faut, au moment où c'est nécessaire, en fait. C'est pas très joliment dit, mais tu vois, souvent on voit l'abondance comme avoir un stock de nourriture, un stock de ci, tu vois, une sorte de... Et au fond, si l'abondance, c'était juste d'avoir à chaque instant ce qui est bon et juste pour nous, qu'est-ce qu'on veut de plus ? Ça me fait penser à Pierre Rabhi d'ailleurs qui dit que les animaux prélèvent ce dont ils ont besoin dans la nature. On n'imagine pas un lion, il dit entasser dans un hangar des milliers d'antilopes par exemple. Oui, c'est un excellent exemple. Et d'ailleurs, regardez ce qui se passe dans la nature et je trouve magnifique. Nous avons beaucoup à apprendre de cela. Oui. Oui, alors c'est vrai qu'on a tendance dans nos sociétés occidentales à dire c'est bien de voir le verre à moitié vide, à moitié plein. Mais je suis sûre qu'en nous écoutant, certaines auditrices ou nos auditeurs peuvent nous dire mais est-ce qu'il y a quelque chose d'objectif dans cette idée d'abondance ? Effectivement, on a quand même plus de choses d'un point de vue matériel que d'autres populations ou civilisations. On peut imaginer un migrant qui n'a rien. Il se dit même si je regarde objectivement, effectivement, je ne suis pas dans l'abondance. Alors oui, effectivement, si on entre dans la comparaison, parce que la comparaison peut être un vrai poison en l'occurrence. Si on entre dans la comparaison, on pourra toujours voir ce qui manque par rapport à l'autre. Mais au fond, ce qu'on voit, c'est que les mêmes personnes, même très riches, fonctionnent exactement de la même manière. Et c'est pour ça que là, il y a un vrai piège. Et tu as voyagé certainement plus que moi aussi. Mais j'entends sans arrêt des témoignages de gens qui disent c'est dingue, on va dans des endroits où ils ont peu de choses. Et on a l'impression qu'ils vivent dans une forme d'abondance. En tout cas, ils rayonnent, sont dans la joie. Parce que c'est comme si leur abondance, elle se situe à un autre niveau peut-être. Oui. Quand on parle d'abondance, quel est l'impact et l'importance de notre milieu, de notre vécu, de nos blessures de l'enfance ? On en a un petit peu parlé déjà au début, de notre encodage, je dirais, même au niveau transgénérationnel, on peut dire. Alors, il y a peut-être différentes choses. La première, ce que j'aimerais dire, c'est qu'au fond, dans notre enfance, nous avons souvent été un peu prisonniers ou pris de l'impression de ne pas être assez quelque chose. Oui. Ce pas assez, tu vois. Moi, je vois des personnes qui sont venues avec 18, 19 sur 20 à la maison et puis qui ont eu des remarques parce qu'ils n'avaient pas 20, par exemple. Oui. Donc, ce pas assez, c'est pas assez gentil, pas assez si, ou on peut être trop quelque chose. On peut être trop bruyant, trop vivant, entre guillemets, trop curieux. Et cette impression de ne pas être tel qu'on devrait être fait qu'on va déjà dans une forme d'esprit de manque vis-à-vis de soi. Et après, au niveau familial, ce que je remarque, c'est qu'il y a comme une culture familiale. C'est-à-dire que est-ce que quand on est à la maison, on a tendance à parler de ce qui va bien, à être dans la gratitude, à se dire merci, on a plutôt tendance au contraire, à pointer ce qui ne va pas,
par exemple, mais ça peut être déjà entre nous, mais aussi vis-à-vis de l'extérieur, quand on parle des amis, quand on parle du patron, quand on parle du facteur. De quelle manière est-ce qu'on parle de lui? Est-ce qu'on parle de manière positive? On a tendance plutôt à être dans la critique. Et au fond, on baigne inconsciemment, vraiment inconsciemment, sans même le voir, le savoir, dans un esprit qui est plutôt d'abondance ou plutôt de manque. Ça, c'est important de le repérer, sachant qu'effectivement, même dans un couple ou dans une famille, on peut ne pas être déjà identique. C'est-à-dire qu'un peut être plutôt dans le jugement et la critique et le côté négatif, et l'autre très optimiste, positif. Donc là, on peut imaginer qu'en termes de construction caractérielle, pour les enfants, ils vont prendre des deux. C'est pas évident non plus. Oui, alors bien évidemment, ils vont être influencés par l'un et l'autre. Et d'ailleurs, même au sein du couple, un pourra dire « ouais, mais t'es trop optimiste, etc. » Puis l'autre pourra aussi critiquer l'autre, comme on le voyait comme trop pessimiste. Mais simplement, je prends un exemple. Moi, j'ai vécu, je suis depuis très longtemps en couple, et je voyais que du côté de mes beaux-parents, ils avaient une sorte de critique systématiquement des gens qui étaient patrons, qui étaient chefs et je ne sais quoi. Oui. Et moi, ça m'a beaucoup choqué. Et c'est intéressant de voir que ni mon épouse ni ses frères n'ont remarqué cela. Par contre, je vois tous les problèmes qu'ils ont eu avec les chefs par la suite, au fond, qui étaient juste comme encodés déjà par cette sorte de regard qui a été inconscient, qui a été porté à eux. On dit en France, on dit il faut bouffer du patron, quoi. Il y a un côté comme ça, quoi. Tout à fait. Voilà, le patron est la mauvaise personne déjà de base, oui. Alors c'est vrai qu'on a du mal à accueillir les cadeaux de la vie et souvent on lutte et on se raconte, tu dis, des bonnes raisons pour ne pas recevoir les cadeaux de la vie. Alors ça, je trouve ça assez intéressant et de comprendre après, dans un deuxième temps, comment est-ce qu'on va aller les débusquer. Oui, alors ces histoires, je me raconte. Tout à fait. Donc, cette difficulté à recevoir, elle vient des histoires qu'on se raconte. Je ne mérite pas, je ne le vaux pas. Et bien évidemment, ça revient encore aux histoires d'enfance, qu'on n'était pas assez ci, pas assez ça. Oui. Et dans un premier temps, ce que je peux voir, c'est qu'il y a des personnes qui, au moment où tu veux leur offrir ou dire quelque chose de positif, qui vont aussi se dire « ouais, mais il dit ça juste pour me faire plaisir. Oui. » Ou bien « oh là là, il doit sûrement avoir une attente. S'il est comme ça, il doit sûrement avoir une attente sur moi. » Donc, il y a une sorte de méfiance. Donc, c'est juste déjà comme il n'y a pas d'ouverture intérieure déjà pour recevoir tout ça. Donc, c'est vrai que malheureusement, il y a toutes ces phrases qu'on a pu entendre parfois, qui sont des phrases souvent maladroites. Il n'y a pas forcément de méchanceté de la part des parents, mais qui vont être comme marquantes. Tu vois, ça peut être le verre d'eau que je renverse une fois à table qui va mouiller des feuilles et puis je vais me faire engueuler à ce moment-là, comme quoi je suis un maladroit, je ne sais pas quoi, et je ne vais plus oser rien faire. Oui. Toutes ces choses-là, au fond, font qu'on croit qu'une fois qu'on n'est pas assez, qu'on ne mérite pas. Parce que c'est comme si pour mériter, il fallait être parfait. Et ça, c'est horrible, quelque part. C'est horrible, cette perception-là. Et je crois qu'effectivement, nous sommes bien plus nombreux qu'on l'imagine à avoir cette impression à voir aussi de nous à nous ce qui n'a pas été assez bien plutôt que de voir tout ce qui est déjà là. Parce que dans notre éducation, on nous a fait comprendre qu'il y a des choses qui étaient bien et des choses qui n'étaient pas bien. Et que c'est des choses qui étaient bien et qui amenaient de l'attention positive, qui amenaient de l'amour parfois, et les choses pas bien plutôt nous séparaient, nous éloignaient de l'autre. Et avec la perception qu'il n'y a que les choses bien qui sont acceptables et tout ce que je n'aime pas bien montre de moi que je suis quelqu'un qui suis critiquable, jugeable, en tout cas pas digne de confiance ou digne d'amour. Et on va rester très fort encodé avec ça et ça va se manifester notre capacité à recevoir. Parce qu'au fond, moi, ce que je vois avec la plupart du temps, c'est la difficulté des êtres humains, c'est leur difficulté à recevoir, c'est leur limitation qu'elles se donnent à recevoir. Ça va nourrir ce que Franck Lobvet appelle je suis une bonne ou une mauvaise personne. Voilà. Mais je ne suis pas un tout, quoi. Complètement. Et que je vais effectivement vibrer, je suis quelqu'un de bien, j'aime l'être que je suis, ou je vibre, je ne suis pas quelqu'un de bien. Et effectivement, ça aura un impact. Ça va nourrir aussi des syndromes type, je pense au syndrome de l'imposteur, évidemment. De ne pas se sentir à sa place, pas légitime, etc. Alors oui, bien sûr, la syndrome de l'imposteur ou l'illégitime, ça parle beaucoup de compétences, mais aussi d'histoire de place. Je vois que ça parle beaucoup d'oser prendre sa place, s'autoriser à prendre sa place, et souvent ça renvoie à est-ce que je sentais que j'avais une vraie place ou pas déjà dans mon enfance ou les circonstances de naissance aussi d'ailleurs. Oui, c'est intéressant. Tu parles aussi, et je trouve ça intéressant, d'une forme de dictature de la normalité. Et là, tu vas nous donner des exemples parce que je pense que on a tous en tête effectivement une forme de norme
qui est un inconscient collectif de la norme. Parce que finalement, qu'est-ce que la normalité ? Ça n'existe pas dans le réel. Absolument. Et ce que je le vois déjà dans cette... Alors, dictature, la normalité, si tu veux, c'est vraiment le fait que, justement, on devrait... que tout soit bien, c'est normal. Qu'il n'y ait pas d'erreur, c'est normal. Et au fond, ça nous coupe de notre humanité. C'est-à-dire que toi et moi, on sait très bien qu'on n'est pas 100% du temps dans la même performance et que c'est juste parce que nous sommes humains. Mais au fond, il y a vraiment ce truc-là que tout soit juste, c'est normal. Et moi, ce que je le vois, c'est quand j'ai des personnes, je les remercie, regarde la manière dont on l'accueille, dit « Ah non, c'est rien. Merci pour avoir fait ça. Ah non, c'est normal. » Et je vois à quel point moi, je n'accepte pas ces réponses-là. J'insiste pour leur dire « Non, mais justement, si je vous le dis, c'est parce que pour moi, ça a de la valeur. Est-ce que vous pouvez entendre que pour moi, ça a de la valeur ?» Tu vois, j'insiste, comme pour la personne puisse entendre. Non, parce que ce n'est rien, c'est normal, c'est juste minimiser ce qui est fait. On peut que se rendre malheureux si on fonctionne comme ça les uns les autres, en quelque sorte. Oui, c'est vrai que dans les exemples, on peut imaginer aussi parfois quand on dit à une personne « Oh, ton vêtement est magnifique », que la personne réponde « Oh non, mais il coûte rien. Hein, je l'ai acheté pas cher du tout », comme si en fait c'était un peu honteux d'avoir un beau vêtement quelque part. Absolument, je l'ai acheté en deuxième main, ou je sais pas quoi exactement. On va juste nommer le magasin pour montrer que voilà, c'est juste ce magasin-là. Donc c'est encore une fois une difficulté et à accueillir, à recevoir, c'est comme si on avait l'impression que c'était pas pour nous, quoi. Oui. Alors, il y a aussi cette idée dans nos conditionnements de la réussite et de l'identification au résultat. Et le fait de, si on ne fait pas plus, c'est-à-dire quand on est chef d'entreprise ou quand on est même étudiant, ce trimestre, j'ai eu telle note, le trimestre prochain, il va falloir que je fasse encore mieux. On est vraiment rivé sur la croissance. C'est le cours de bourse, quoi. Oui. qui nous dicte la loi, quelque part. C'est vrai, tu as raison, et c'est vraiment, vraiment un gros piège. Et au fond, je m'observe aussi être là-dedans parfois, et je vois à quel point ça génère du stress. Oui. Et en fait, qu'est-ce qui est important ? Encore une fois, on revient sur la notion de comparaison. Vraiment, j'insiste, comparaison égale poison. Parce qu'on va se comparer aux autres. Et en général, on se compare à ceux qui font mieux que nous et pas les autres. Et moi, je fais partie de groupes d'entrepreneurs, et d'entrepreneurs avec beaucoup de réussite pour certains. Je peux te dire, je vois qu'ils sont à peu près tous là-dedans. Ouais. Et ça, c'est vraiment impressionnant à voir. Donc, c'est important. C'est soulageant et intéressant déjà de voir qu'on est tous un peu dans la même barque, quels que soient les résultats. Oui, c'est vrai, absolument. Mais c'est vrai qu'on voit tellement mieux chez les autres que chez nous. Ça, c'est le piège aussi. Oui. Donc, derrière cette notion de réussite, vous allez voir aussi qu'est-ce qui se cache derrière la notion de réussite, de croissance. Parce qu'au fond, si je prends une réussite en tant qu'entrepreneur, on parlerait de son chiffre d'affaires ou de son bénéfice, mais ça dit quoi de nous ? Ça ne parle pas de notre capacité à aimer, ça ne parle pas de notre capacité à être généreux, ça ne dit pas aussi de notre manière de contribuer, ça parle juste de notre capacité à générer du chiffre d'affaires. Point final. Avec ou sans éthique en plus. Oui. Ça ne dit rien de plus de nous. Donc c'est aussi longtemps qu'on croit que ça parle de nous ou que ça nous donne une valeur, c'est déjà ça le piège. Parce qu'au fond, non, ça ne dit rien de nous. Mais tu vois, tu travailles dans le monde de l'édition, je suis sûr que tu connais ça aussi, que la personne qui fait un premier livre, et supposons qu'il vend 100 000 exemplaires, mais vraiment qui ne revient pas, au moment de l'écriture du deuxième livre, il y a déjà la pression. Il y a la pression, et peut-être qu'elle n'en vendait que 50 000, elle pourrait être super déçue, mais ce qu'elle oublie, c'est que si le premier livre, elle avait vendu 50 000, elle aurait été super heureuse. Oui, c'est ça. Donc, c'est juste le fait de cette comparaison, de dire « Ah non, c'est moins bien et tout », alors que c'est déjà énorme. Donc, tu vois, cette capacité à prendre du recul que j'ai à faire parfois aussi, en me disant « Non, mais attends, Christian, moi aujourd'hui, j'aurais signé il y a 10 ans pour le quart de ce que je vis aujourd'hui. Ne l'oublie pas, tu vois ». Oui, et puis tu me disais quand on a préparé cette émission que parfois quand tes stages sont remplis, je ne sais pas, à 60 ou 70%, parfois tu te surprends à dire « Ah, il me reste encore 30% à remplir », alors que tu te dis « Mais c'est déjà énorme ». Oui, absolument. Et c'est pas même il reste 30%, c'est il manque 30%. C'est plutôt ça, tu vois. Il manque, c'est ça. Et au fond, culture du manque. Voilà. Et ce que j'oublie, c'est que pour tout stage, pour toute formation, il y a toujours eu un premier inscrit. Et le premier inscrit, c'est plutôt que de voir ce qui manque. Le premier inscrit, c'est merci. Tu vois. Et c'est pour comment je peux donner le merci à chaque nouvel inscrit, parce que c'est juste un pas après l'autre en quelque sorte. Et j'aime beaucoup la phrase qui se dit dans Access Consciousness, qui est comment ça devient, je dis encore mieux que ça.
Oui, Chaque fois, c'est comment ça devient encore mieux. Donc, on parle du bien pour être encore dans le mieux plutôt que dans le manque, tu vois. c'est ça. Et on peut la voir, cette phrase-là, sous plein d'aspects différents de sa vie. Mm. Parce que pour moi, le merci, ça devrait être le mot principal derrière nos actions dans notre vie au quotidien. Alors, tu as cité Access Consciousness et je sais qu'il y a des auditrices et des auditeurs qui vont me dire « Ah, qu'est-ce qu'il a dit? Ça nous intéresse. » Alors, Ouais. est-ce que tu peux nous dire en 2 mots ce que c'est? Oui, alors je suis surtout pas un spécialiste de ça. J'ai plutôt lu un livre qui parlait de ça et il y avait 2-3 choses, mais je sais que c'était mis en place par 2 Américains qui ont créé des méthodes qui sont très novatrices et puis surtout accélératrices aussi, parce que je vois qu'aujourd'hui on a beaucoup de capacités à faire que les choses, on parle de thérapie brève, mais au-delà de la thérapie, des manières, je dirais, d'accélérer le mouvement de transformation intérieure. Oui. Et eux, effectivement, à travers différentes choses qu'ils ont amenées, c'est comment changer d'énergie intérieure en quelque sorte. Oui, c'est ça. Alors justement, comment modifier nos pensées qui créent cette peur? Et là, il y a un exemple que tu m'as donné aussi hors antenne et que moi maintenant j'utilise et que j'ai intégré dans mon quotidien, qui était, par exemple, faire les paiements dans la joie des factures, avoir de la gratitude. Oui, effectivement, au moment de faire les paiements, la grande majorité des personnes ne seront pas forcément d'une humeur très joyeuse et puis auront justement des pensées qui peuvent être en lien avec des pensées de manque. C'est-à-dire que ça peut être « Ouh là là, tout cet argent qui fout le camp », mais ça peut être aussi « Oh là là, j'aurais jamais dû acheter ça » ou « C'est trop cher, on s'est fait avoir ». Enfin, tout ce genre de choses qui ne font pas du bien. En tout cas, moi, je sais que j'avais beaucoup de nœuds à l'estomac de mes paiements, j'étais beaucoup dans la peur à ce moment-là. Alors qu'au fond, qu'est-ce qui a changé? C'est le jour où j'ai pris chaque paiement, j'ai mis de la conscience sur à quoi ça contribuait, où je contribuais, ou à quoi ça contribuait dans ma vie. Et à un moment donné, je dis, bien évidemment, l'exemple des impôts est intéressant. Parce que les impôts, on a tous, sans exception, aucun problème à trouver des endroits où l'argent est mal, selon nous, est mal utilisé, voilà, et gaspillé. On n'a pas de problème. Et au fond, je peux aussi voir des choses où l'argent était bien utilisé. Il a permis à mes enfants d'être scolarisés. On a chez nous, où j'habite, des magnifiques décorations florales. Enfin, je peux aussi voir ces choses-là et j'ai envie plutôt de me focaliser sur ce que ça permet déjà aussi. Et je suis en train d'y contribuer avec cela. Même les assurances, oui, ces assurances, je peux aussi être dans la gratitude de ne pas être malade et de ne pas avoir besoin de l'assurance maladie plutôt que voir qu'elle coûte cher ou de voir que je n'ai pas eu d'accident de voiture et que je n'ai pas eu besoin de cette assurance-là. Donc, c'est chouette, effectivement, de voir que je n'ai pas eu besoin de l'utiliser et si jamais, c'est là aussi. Donc, chaque fois que je vois à quoi ça contribue et ce que ça permet dans ma vie, je trouve que c'est plus joyeux. Je peux, encore une fois, être dans le merci plutôt que dans le manque. Alors moi j'adore ça et c'est vrai que depuis que tu m'en as parlé, je l'ai vraiment adopté. Non pas que j'étais quelqu'un qui soufflait en payant ses factures, mais je considérais que c'était pas la partie la plus joyeuse ou la plus fun que j'avais à faire. Et maintenant, à l'inverse, j'ai vraiment cette vigilance de me dire, quand je le fais, je nourris la joie. Je nourris la joie de pouvoir payer des contributeurs externes ou les salaires des personnes avec qui travaillent avec moi, etc. Ça leur permet de vivre, ça leur permet de faire des tas de choses, de partir en vacances. C'est le fruit de leur travail. Leur travail contribue énormément à l'aventure. Et donc tout ça, c'est un cercle vertueux quelque part. Oui, alors complètement. Et c'est magnifique en tout cas ce que tu partages et la manière dont tu le vis. Donc pour moi, c'est vraiment quelque chose de l'ordre de l'idéal. Et je crois au fond qu'il y a beaucoup d'activités qu'on pourrait transformer de cette manière-là. Que ce qu'on voit peut-être comme une corvée, tout à coup peut devenir un moment beaucoup plus joyeux dès le moment où on remet du sens à tout ça. Oui, c'est ça. Et c'est vrai que parfois, très très peu, mais il peut arriver que sur nos réseaux sociaux, on ait des gens qui disent « Ah, Métamorphose, vous avez de la pub avant et après ». Et je prends toujours le temps de répondre aussi aux personnes qui nous disent ça, parce que déjà, on essaye d'avoir de la publicité qui ne soit pas invasive. Oui. Et c'est ce qui permet aux gens d'avoir des émissions gratuites. Donc, je leur rappelle aussi que s'ils souhaitent avoir des émissions gratuites, il y a un petit prix, entre guillemets, à payer, qui est aussi d'écouter une publicité qu'on veut la plus contextuelle possible, la plus douce, la moins intrusive. Mais il y a cet équilibre à trouver entre les deux. Oui, et là, ça me permet de me voir en lien avec le fait qu'il y a ce que j'appelle la dictature du gratuit. Et plutôt, encore une fois, que voir l'abondance de ce qu'il y a, on est dans une forme de râler de ce qui manque ou de ce qui est pas OK. Oui. Et cette dictature du gratuit, c'est des gens qui aimeraient que tout soit gratuit. Aujourd'hui, tout devrait être gratuit pour tout. Et au fond, ils n'arrivent pas à voir qu'il n'y a jamais eu, à mon avis, autant de choses disponibles gratuitement qu'actuellement. C'est juste phénoménal tout ce qu'on trouve aujourd'hui, entre autres sur Internet. Et que c'est comme si c'était encore pas suffisant parce que ça parle de notre gestion des frustrations, aussi la capacité à voir qu'il y a peut-être parfois des choses que pour X, Y raison,
où on n'arrive pas à se payer, où on n'a pas le temps, où il y a des conditions qui font qu'on n'arrive pas à avoir accès à ça, et comment est-ce qu'on arrive à gérer la frustration et l'accueillir plutôt que de râler. Oui. Et on en reparlera dans l'épisode, vous le réécouterez plus tard sur le projet professionnel. Cette gratuité pose aussi beaucoup de problèmes à des personnes qui sont coachs ou conférenciers qui parfois n'osent pas mettre le prix juste. Et on en reparlera certainement à ce moment-là. On arrive à la fin de cet épisode. Tu vas nous partager un petit exercice très rapide. Donc vraiment restez avec nous parce que dans cette série, on aura à chaque fois un micro-exercice. Avant de conclure sur cet exercice, j'aimerais bien te poser cette question. Est-ce que toi, dans tes stages, tu vois vraiment les gens évoluer, là, comme je l'ai fait, moi, avec les factures et les paiements? Est-ce que ça demande une vigilance? Et est-ce que la bonne nouvelle, c'est qu'on peut quand même se reprogrammer assez facilement pour nourrir l'abondance et le verre à moitié plein au lieu du verre à moitié vide? Alors oui, il y a des choses qui peuvent aller rapidement, il y a des choses qui prennent plus de temps. Donc il y a le rythme de chacun, bien évidemment. Il y a de voir, je dirais, le nombre de casseroles peut-être qu'on peut traîner derrière nous aussi. Bien sûr. Mais derrière tout ça, il y a vraiment comme cette notion d'être en capacité d'observer ses pensées. Pour moi, c'est essentiel. Au moment où on se parle, hier, j'étais avec une amie en montagne et c'était intéressant parce que, elle vient de Belgique, elle n'a pas l'habitude de la montagne, puis elle redescend toute seule parce que, voilà, à un moment, elle redescend toute seule et elle m'explique toutes les peurs qu'elle a eues, qu'elle s'était vue au fond du torrent, qu'il y a ci, qu'il y a ça. Je dis, mais est-ce que tu vois le nombre de films que tu te fais? Elle me dit, oui, je suis une spécialiste de me faire des films. Alors, dès le moment où je me vois faire ces films, qu'est-ce qui fait que j'entretiens le film plutôt que le couper, stop, je reviens au moment présent et j'arrête de me faire ce film qui ne me fait pas du bien. Si ces films ne font pas du bien, on va pas les laisser tourner en boucle en quelque sorte. Oui, c'est ça, intéressant. Alors, quel petit exercice tu as envie de nous proposer aujourd'hui, Christian? Oui, c'est justement en lien avec la notion de pensée, parce qu'au fond, nous ne sommes pas conscients à quel point nos pensées créent notre réalité. Et on en reparlera dans les autres épisodes, mais comment est-ce qu'on peut changer, switcher dans quelque chose d'autre? Donc, on va faire un exercice où pendant 2 minutes en silence, vous allez juste vous observer et vous allez compter le nombre de pensées que vous avez pendant 2 minutes. Donc, vous voyez la partie qui pense et vous allez être l'observateur. Vous allez compter, il n'y a pas de bons chiffres et de mauvais chiffres, je tiens à le dire tout de suite, il n'y a pas de compétition, c'est juste apprendre à observer ses pensées. Donc, on va prendre 2 minutes simplement, vous observez vos pensées. Voilà, maintenant que les 2 minutes sont passées, alors encore une fois, ce n'est pas au-delà du chiffre, c'est important de se souvenir que nous ne sommes pas nos pensées. Ça pense à l'intérieur de nous et il y a un observateur qui peut voir que ça pense à l'intérieur de nous. Donc cet observateur, à tout moment, dès qu'il prend conscience qu'il y a des pensées qui ne sont pas à mon service, c'est stop.
stop, j'arrête le flux de mes pensées et nous avons cette capacité-là. Et tout de suite, je peux repositionner mon attention sur quelque chose d'autre ou quelque chose de positif ou sur ce que je vis à l'instant T. Juste pour la petite histoire, que j'ai fait cet exercice plusieurs fois pour voir à quel point tout ça c'est subtil. Je me voyais penser « Ah tiens, j'ai pas beaucoup de pensées depuis un moment. » Ouais, c'est ça, c'est l'arroseur arrosé, quoi. Voilà, donc c'était déjà une pensée qui trouvait, qu'il n'y ait pas beaucoup de pensées, que c'était plutôt calme à l'intérieur. Donc vous voyez à quel point c'est subtil tout ça. Toutes ces voix qui parlent à l'intérieur de nous, là. Exactement. Merci, tu recommandes de faire ce petit exercice régulièrement. Comment tu vois ça? Alors, je dirais ce que je recommande surtout, c'est d'être pleinement présent à ce qu'on fait et de revenir encore et encore à cette présence-là. Après l'exercice, ça peut être intéressant comme un jeu qu'on peut même faire en famille d'ailleurs ou autre chose pour juste apprendre à être observateur de ça. Et plus je serai observateur de ça, plus j'aurai de la facilité à m'observer dans mon quotidien quand je m'égare. Parfait. Christian Junod, merci infiniment pour cet épisode dans notre série Métamorphose Abondance. Évidemment, écoutez la série au complet, on a 6 épisodes. Je rappelle que Christian est l'auteur de plusieurs livres, dont Ce que l'argent dit de vous, aux éditions Erol. Christian Junod est également coach et conférencier, spécialiste de l'abondance et de la relation à l'argent. Vous pouvez le retrouver, ses stages et ses formations, sur son site internet www.cjunodconseil.com. Merci Christian. Merci Anne. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée. Et surtout, abonnez-vous pour suivre tous les épisodes gratuitement. Découvrez aussi en librairie mon livre, issu du podcast Métamorphose, éveille ta conscience, 33 rencontres essentielles pour être soi, aux éditions Erol. Et enfin, pour nous soutenir, rejoignez la tribu Métamorphose à l'adresse patreon.com/métamorphose. Merci infiniment. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. J'ai le plaisir d'accueillir comme partenaire de cet épisode un nouveau podcast lancé par Maud Ankawa, que j'ai déjà reçu évidemment dans Métamorphose, qui est autrice de 2 best-sellers, dont Kilomètre Zéro. Dans son nouveau podcast intitulé « Ces questions que tout le monde se pose », elle met son talent de coach, son expérience et sa résilience au service de sujets qui vont vous parler, les émotions et leurs messages, les blessures ou encore guérir de son passé, sous forme de questions-réponses avec les auditeurs. Elle transmet avec joie les clés qui l'ont elles-mêmes menée au bonheur. J'aime son humilité et la sagesse en fait de son expérience qui dévoile sa passion pour les relations humaines. Alors rendez-vous sur toutes les plateformes pour écouter ces questions que tout le monde se pose de Maud Ankawa.